Un médecin trouve une petite mendiante endormie à l'entrée de l'hôpital et découvre la vérité bouleversante. Le docteur Michel Reynaud poussa un profond soupir alors qu'il traversait les couloirs silencieux de l'hôpital Saint-Ange, à la fin d'une garde de 36 heures. Épuisé, l'esprit encore accaparé par les complications de sa dernière intervention chirurgicale, il n'aspirait qu'à rejoindre son appartement vide. C'est alors que son regard fut attiré par une petite silhouette recroquevillée près de l'entrée du service Minovenda. Sous la pluie battante qui s'abattait sur France en cette nuit d'hiver, une fillette asiatique dormait là, trempée et frissonnante. La délicatesse de ses traits et la fragilité de son sommeil, même dans ces conditions inhumaines, serrèrent le cœur du médecin. Michel s'approcha rapidement, oubliant un instant sa fatigue. « Hé, petite, réveille-toi. Tu ne peux pas rester ici, » dit-il en lui touchant doucement l'épaule. La fillette, qui ne devait pas avoir plus de 5 ans, entr'ouvrit les yeux, révélant un regard apeuré et confus. Elle tenta de murmurer quelques mots incompréhensibles avant de refermer les yeux. Visiblement exténué, Michel regarda autour de lui à la recherche d'un adulte responsable. Mais à cette heure avancée de la nuit, le parking était désert. La pluie continuait de tomber fort et la température chutait rapidement. « Je ne peux pas la laisser ici », murmura-t-il pour lui-même en prenant l'enfant trempé dans ses bras. Elle était incroyablement légère. Ses petits bras maigres, la pâleur de son visage. Tout indiquait une possible malnutrition. Ses vêtements mouillés et simples collaient à son corps fragile, et Michel sentit une vague inattendue d'instinct protecteur l'envahir. De retour dans l'hôpital, l'enfant dans les bras, Michel fut aussitôt interpellé par Camille, l'infirmière chef du service de nuit, connue pour son strict respect des règles hospitalières. « Docteur Michel, que croyez-vous être en train de faire » lança-t-elle, les yeux fixés sur la petite trempée. « J'ai trouvé cet enfant endormi à l'entrée du service, seul, sous l'orage. Je ne pouvais pas la laisser là, » répondit-il en se dirigeant déjà vers une salle d'examen. Camille hâta le pas pour le suivre, l'air visiblement préoccupé. « Vous savez très bien que nous avons des protocoles précis pour ce genre de situation. Nous devons immédiatement signaler le cas à la protection de l'enfance. On ne peut pas simplement ramener un enfant des rues à l'hôpital sans document ni responsable légal, » avertit-elle. Michel savait qu'elle avait raison. En tant que chef du service de chirurgie cardiaque pédiatrique, il connaissait ces protocoles par cœur. Mais quelque chose chez cette fillette l'empêchait de simplement suivre les règles. « Je vais l'examiner d'abord. Elle est glacée, probablement déshydratée. On s'occupera de la paperasse après, » répondit-il sèchement en la déposant sur la table d'examen. Avec précaution, Michel commença à lui retirer ses vêtements trempés pour l'ausculter correctement. C'est alors qu'il remarqua quelque chose qui fit bondir son cœur, une cicatrice chirurgicale récente traversant une partie de sa poitrine. Une cicatrice qu'il aurait reconnue entre mille. « Impossible », murmura-t-il en passant doucement ses doigts sur la marque. « Camille, apportez-moi les dossiers des chirurgies cardiaques pédiatriques des 6 derniers mois. Vite, s'il vous plaît. » L'infirmière obéit à contre-cœur, tandis que Michel poursuivait l'examen. La fillette présentait une hypothermie légère et des signes d'épuisement, mais son rythme cardiaque, bien que faible, restait stable. Il lui administra une perfusion de glucose et l'enveloppa de couverture thermique, incapable de détourner le regard de cette cicatrice. Camille revint quelques minutes plus tard avec un dossier numérique. « Voici les registres, docteur. Mais j'insiste, nous devons prévenir les autorités. Ce n'est pas une situation normale, et vous le savez. » Michel ignora la remarque et commença à fouiller les fiches des dernières interventions. Quelques minutes plus tard, ses yeux s'écarquillèrent. C'est elle, Camille. Patiente Lin Houchen, 5 ans. Chirurgie de correction d'un défaut interventriculaire réalisée il y a 4 mois. La famille n'est jamais revenue pour les suivis post-opératoires. Ils ont simplement disparu après la sortie. Camille s'approcha, cette fois plus intriguée que critique. Comment a-t-elle pu revenir seule? Et pourquoi la famille aurait-elle abandonné le traitement d'une cardiopathie aussi grave? Michel secoua la tête tout en poursuivant la lecture du dossier.
Famille immigrée. Les parents travaillent dans des ateliers de confection à Tépito, selon le rapport social. Logement précaire, revenus insuffisants. Il s'interrompit, la gorge nouée. L'hôpital a couvert les frais de l'opération via le programme d'aide. Mais les médicaments et les consultations de suivi restaient à leur charge. À ce moment-là, la petite Linhou bougea faiblement sous les couvertures, encore inconsciente. Michel fut submergé par une culpabilité qu'il peinait à définir. Combien d'enfants comme elle étaient passés entre ses mains, sans qu'ils ne comprennent réellement les réalités qu'ils affrontaient hors de la salle d'opération? Je resterai avec elle cette nuit, décida-t-il en ajustant le débit de la perfusion. Si son état ne s'améliore pas demain ou si nous ne parvenons pas à joindre la famille, nous contacterons la protection de l'enfance. Docteur, c'est totalement irrégulier, protesta Camille. Votre service est terminé. Alors enregistrez-moi des heures supplémentaires, la coupa-t-il. Je ne la laisserai pas seule, Camille. Pas cette nuit. L'infirmière soupira, reconnaissant l'expression résolue que le docteur Michel arborait lorsqu'il prenait une décision irrévocable. Très bien, je vais préparer les documents provisoires, mais demain matin, il faudra régulariser cette situation. Une fois Camille sortie, Michel rapprocha une chaise de la civière et s'assit près de la petite patiente. En observant le visage paisible de la fillette, il ne put s'empêcher de penser à sa propre fille, Nathalie, qu'il n'avait pas vue depuis plus de 3 mois, depuis l'amère conclusion de son divorce avec Alexandre. Ce divorce avait été dévastateur. Après 18 ans de mariage, lui et Alexandre ne parvenaient plus à cohabiter. Les longues heures passées à l'hôpital, les urgences, les week-ends de garde, les remplacements de dernière minute, tout cela avait lentement usé leur relation, et Michel savait que la plus grande part de responsabilité lui incombait. Il avait choisi, à maintes reprises, l'hôpital plutôt que sa famille, croyant faire ce qu'il fallait en sauvant des vies. Aujourd'hui, à 46 ans, il vivait seul dans un appartement impersonnel près de l'hôpital, tandis que son ex-femme et sa fille s'étaient installées à Monterrey. Nathalie, désormais âgée de 16 ans, refusait pratiquement de répondre à ses appels. Ses pensées furent interrompues par un léger mouvement. L'un commençait à ouvrir les yeux lentement. « Bonjour, ma petite. Tu es en sécurité maintenant, » murmura-t-il en espagnol, espérant que la fillette comprendrait. À sa grande surprise, Linhou le regarda avec une expression mêlée de soulagement et de reconnaissance. « Docteur Cœur » murmura-t-elle dans un espagnol simple avant de refermer les yeux. Ces 2 mots, si simples, transpercèrent Michel comme un éclair. Elle le reconnaissait. D'une manière ou d'une autre, cet enfant avait retrouvé le chemin vers le médecin qui lui avait sauvé la vie quelques mois plus tôt. Le matin arriva, accompagné des premiers rayons de soleil filtrant timidement par la fenêtre de la salle d'examen. Michel avait somnolé sur la chaise inconfortable, gardant une main posée sur le pouls de Linhou toute la nuit. À son réveil, 2 grands yeux sombres l'observaient attentivement. « Bonjour », dit-il avec un sourire. « Comment te sens-tu » La fillette ne répondit pas, mais tendit lentement une petite main hors des couvertures pour attraper le doigt de Michel avec une force surprenante. « Chat, grand-mère, malade, dit-elle enfin, dans un portugnol entrecoupé. « Grand-maman, très malade. » Michel se redressa, tentant de comprendre. « Ta grand-mère est malade, c'est pour cela que tu es venu jusqu'ici » L'un acquiesça, les yeux soudain remplis de larmes. « Grand-maman, cœur pareil l'un. Grand-maman, plus médicaments. Papa travaille beaucoup. Maman travaille beaucoup. Personne amène grand-maman hôpital. » Le cœur de Michel se serra en comprenant ce qui s'était passé. Cette fillette de tout juste 5 ans était probablement sortie seule, traversant une bonne partie de la ville sous une tempête, pour chercher de l'aide pour sa grand-mère malade. « Tu sais où tu habites, Lin ? Peux-tu me dire où se trouve ta maison ?» demanda-t-il. La fillette secoua la tête négativement, puis se mit soudainement à fouiller frénétiquement dans les manches de son pyjama d'hôpital, comme si elle cherchait quelque chose. Frustrée de ne rien trouver, elle jeta un regard vers ses vêtements mouillés, pliés sur une chaise à proximité. « Du papier » murmura-t-elle.
L'un a du papier. Michel attrapa les vêtements et fouilla les poches de la petite robe. Dans l'une d'elles, il trouva un morceau de papier détrempé, sur lequel on pouvait encore distinguer une adresse écrite à la main, partiellement effacée par la pluie. Rue Louis Martel, lut-il à haute voix, reconnaissant un quartier de Tépiteau, connu pour ses ateliers de textile et ses immeubles vétustes où vivaient de nombreux immigrés dans des conditions précaires. À ce moment-là, la porte s'ouvrit. Camille entra, accompagnée d'une femme d'âge moyen, habillée de manière formelle. « Bonjour, docteur Michel. Voici Gabrielle, travailleuse sociale de l'hôpital. Elle est venue pour qu'on puisse régulariser la situation de la petite, annonça Camille en lançant un regard appuyé au médecin. Gabrielle s'avança avec un sourire professionnel. « Bonjour, docteur. Je comprends votre souci d'aider l'enfant, mais nous devons suivre les procédures en vigueur. Je vais notifier le bureau de protection de l'enfance et commencer le processus pour retrouver la famille. Si aucun responsable n'est identifié, elle devra être envoyée dans un foyer temporaire. » Michel sentit insérer plus fort sa main, comme si elle avait peur d'être séparée de lui. « Nous avons l'adresse de la famille, » dit-il en montrant le papier mouillé. La fillette est venue chercher de l'aide pour sa grand-mère, qui apparemment souffre aussi de problèmes cardiaques. Même ainsi, il faut respecter le protocole, insista Gabrielle. Une enfant ne peut pas simplement errer seule dans la ville, quelle qu'en soit la raison. Il y a peut-être des cas de négligence ou d'abandon à vérifier. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et surtout de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, surtout en ce début. Continuons. Michel sentit grandir en lui une frustration. Il connaissait bien les protocoles, et savait que si le bureau était saisi, l'un pourrait passer des semaines dans un foyer, le temps que la bureaucratie suive son cours. Pendant ce temps, la grand-mère malade resterait sans soin. « Gabrielle, je comprends parfaitement votre position, mais il s'agit ici d'une situation exceptionnelle. Cet enfant est ma patiente. Je l'ai opérée du cœur il y a quelques mois et aujourd'hui elle revient pour demander de l'aide pour sa grand-mère, qui présente apparemment un cas similaire. Avec tout le respect que je vous dois, docteur, cela ne change rien aux procédures légales, » répondit la travailleuse sociale en prenant des notes sur sa tablette. Michel inspira profondément pour contenir sa colère. « Je ne vous demande que quelques heures. Mon service commence à 14 heures. D'ici là, je compte me rendre personnellement à cette adresse et vérifier la situation de la famille. Si je découvre des signes réels de négligence ou d'abandon, je préviendrai moi-même les autorités. » Gabrielle et Camille échangèrent un regard de doute. « C'est très irrégulier, » commença Gabrielle. « J'en prends l'entière responsabilité, » l'interrompit Michel. « Je signerai tous les documents nécessaires, mais nous ne pouvons pas ignorer qu'une vieille dame est peut-être en danger et a besoin de soins. » Après une longue discussion, Michel obtint finalement un délai de 6 heures en signant un document de prise de responsabilité. Bien qu'elle ne soit pas d'accord, Gabrielle dut s'incliner devant la position hiérarchique du médecin et sa volonté d'assumer légalement les conséquences. Resté seul, Michel se tourna vers Linvou, qui avait observé toute la scène avec des yeux à la fois attentifs et apeurés. « Nous allons retrouver ta grand-mère et l'aider, petite. Je te le promets. » Le visage de l'enfant s'éclaira d'un timide sourire, le premier depuis qu'on l'avait trouvé sous la pluie. Après lui avoir donné des vêtements secs et s'être assuré qu'elle avait bien mangé, Michel prit sa voiture et, défiant toutes les règles de l'hôpital et peut-être même quelques lois, l'installa sur la banquette arrière. « On va trouver ta maison, l'In-W, dit-il en la regardant dans le rétroviseur. Tandis qu'il conduisait à travers les rues embouteillées de France en direction de Tépiteau, Michel ne pouvait s'empêcher de penser à quel point la situation était irréelle. Moins de 24 heures plus tôt, il terminait un autre service épuisant, avec pour seul objectif de rentrer chez lui et dormir. Et maintenant, le voilà quasiment en train d'enlever une patiente mineure pour retrouver une grand-mère malade dans un quartier pauvre de la ville. Son téléphone sonna, interrompant le fil de ses pensées. Le nom d'Alexandre clignotait sur l'écran du tableau de bord. Il hésita, puis répondit en mode haut-parleur. « Bonjour, Michel.
Il faut qu'on parle de la pension de Nathalie. La voix de son ex-femme était froide et directe, comme toujours depuis leur divorce. Le montant que tu as versé ce mois-ci est en dessous de ce qu'on avait convenu. Michel inspira profondément. Il avait complètement oublié cette histoire. Alexandre, je suis au milieu d'une situation compliquée. On peut en parler plus tard? Toujours la même excuse, hein, dit-elle d'un ton plein de rancœur. Il y a toujours quelque chose de plus important que ta famille. Rien n'a changé. Ce n'est pas juste, protesta-t-il, bien conscient que l'un vous entendait toute la conversation depuis l'arrière. Je suis littéralement en train d'essayer de sauver des vies ici, et la vie de ta fille, répliqua Alexandre. Nathalie a un gala de danse ce week-end. Tu sais combien de spectacles tu as ratés ces dernières années? Michel sentit ce nœud familier se former dans sa gorge, celui qui apparaissait toujours quand il pensait à la relation distante qu'il avait avec sa fille. Je ne savais pas pour le spectacle. Bien sûr que non. Tu ne sais jamais, Michel. Un silence pesant s'installa, avant qu'Alexandre ne reprenne, d'un ton un peu moins dur. Je ne veux pas me disputer. Je veux juste que tu règles la pension, et ce serait bien que tu sois présent au gala. Nathalie ne l'admettra jamais, mais je sais qu'elle te cherche dans le public. Les yeux de Michel se mirent à brûler. J'y serai, je te le promets. Et je réglerai la pension aujourd'hui même. En raccrochant, il remarqua que l'un W le regardait intensément dans le rétroviseur. C'est ta fille, demanda-t-elle avec curiosité. Oui, répondit-il, surpris par la perspicacité de la fillette. Nathalie, toi aussi tu es son médecin? La question, innocente, le frappa comme un coup de poing. Non, il n'avait jamais vraiment été le médecin de sa propre fille, dans le sens de prendre réellement soin de son bien-être. Il était toujours trop occupé à s'occuper des enfants des autres. Non, petite, je suis juste son papa, enfin, j'essaie de l'être, répondit-il avec un triste sourire. Lorsqu'ils arrivèrent enfin dans la rue Lopez-Mateo, Michel fut confronté à la réalité brute des logements précaires qui abritaient une grande partie de la communauté immigrée de France. Des immeubles anciens et délabrés s'entassaient les uns contre les autres, beaucoup divisés en petits espaces servant de logement à des familles entières. L'adresse indiquée sur le papier les mena à un vieil immeuble de 3 étages, dont la façade écaillée et les vitres cassées trahissaient des années d'abandon. Plusieurs cordes à linge coloré traversaient la façade, contrastant vivement avec le gris usé des murs. « C'est ici ?» demanda Michel. L'un W acquiesça avec enthousiasme, essayant de détacher sa ceinture de sécurité. En entrant dans l'immeuble, ils furent accueillis par une odeur d'humidité mêlée aux effluves de cuisine provenant de plusieurs foyers improvisés. Le couloir étroit était faiblement éclairé, avec de nombreuses portes menant à de petites pièces où des familles entières vivaient dans des espaces à peine suffisants pour une seule personne. L'un W prit la main de Michel et le tira avec détermination jusqu'au bout du couloir, puis monta une cage d'escalier branlante menant au 2e étage. Là, elle s'arrêta devant une porte portant le numéro 17 peint à la main. « Mamie, c'est ici ?» dit-elle en frappant à la porte de ses petites mains. Aucune réponse. Linuchen jeta un regard inquiet à Michel, puis frappa plus fort cette fois. Finalement, une voix faible se fit entendre de l'autre côté. « Qui est là ?» L'un, répondit rapidement la petite dans sa langue natale. La porte s'ouvrit lentement, révélant une femme d'environ 70 ans, visiblement affaiblie. Son visage s'illumina de soulagement en voyant sa petite fille, suivi d'un regard perplexe en apercevant Michel. « L'un, grâce à Dieu !» s'exclama-t-elle en espagnol, avec un fort accent, en serrant l'enfant dans ses bras. Puis elle regarda Michel avec méfiance. « Qui êtes-vous ? » « Je suis le docteur Michel Reynaud, chirurgien cardiaque à l'hôpital San-Angèle. C'est moi qui ai opéré l'un il y a quelques mois, expliqua-t-il, remarquant aussitôt le souffle court de la vieille dame et la teinte légèrement bleutée de ses lèvres. Une étincelle de reconnaissance brilla dans ses yeux. « Docteur Cœur, dit-elle, utilisant la même expression que l'un aux chênes. Entrez, je vous en prie. » L'intérieur du petit appartement était propre et bien rangé malgré la pauvreté évidente.
Une seule pièce faisait à la fois office de chambre, de salon et de cuisine, avec une minuscule salle de bain séparée par un rideau. 3 matelas étaient empilés dans un coin, manifestement utilisé comme lit pour toute la famille la nuit. La dame, qui se présenta sous le nom de Madame Chao, s'assit avec difficulté sur l'une des 2 seules chaises, sans lâcher Lin Huan. « Où sont les parents de Lin Wen ?» demanda Michel, inquiet de l'absence d'adultes. « Au travail », répondit Madame Chao en désignant une horloge au mur. « Ils partent à 5 heures du matin et ne rentrent qu'à 9 heures du soir, chaque jour. »« Et vous restez seul avec Lin Haoshen ?» demanda-t-il, tout en évaluant déjà son état de santé. Madame Chao hocha la tête. « Je m'occupe d'elle. »« Mais hier ?» Elle s'interrompit, cherchant ses mots en espagnol. « Hier, je me suis senti très mal. Je n'avais plus de médicaments depuis une semaine. Je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, Lin Haoshen n'était plus là. »« Vous avez des problèmes cardiaques ?» demanda Michel en s'approchant pour l'examiner de plus près. « Comme Lin Wen. »« Problème de famille. Dans mon pays, j'étais médecin. »« Cardiologue », dit-elle avec une pointe de fierté dans la voix. « Je sais que mon cœur va mal. Sans médicaments, sans consultation, c'est trop cher aux France. » Michel ressentit une profonde admiration mêlée de tristesse. Devant lui se trouvait une conseillère de profession, vivant dans des conditions précaires, sans accès aux soins qu'elle avait autrefois offerts aux autres. « Puis-je vous examiner ?» demanda-t-il en sortant de sa poche son stéthoscope, qu'il portait toujours sur lui. Madame Chao accepta. Un examen rapide confirma ses soupçons, les symptômes d'une insuffisance cardiaque étaient clairs, probablement aggravés par l'absence de traitement. « Vous devez être hospitalisé immédiatement », déclara-t-il en terminant. Le visage de Madame Chao se durcit dans un refus catégorique. « Je ne peux pas. Je n'ai pas mes papiers en règle. L'hôpital demande beaucoup de documents et d'argent. Et qui prendra soin de Lin Haoshen ? Je m'en occuperai personnellement, affirma Michel avec fermeté. Et pour Lin Ho, elle pourra rester à l'hôpital aussi, pendant que nous contactons ses parents. L'angoisse se lisait dans les yeux de la vieille dame. Le mari de ma fille n'aime pas les hôpitaux. Il a peur des problèmes, avec les papiers, avec le gouvernement. Michel commençait à saisir toute la complexité de la situation. La famille était probablement en situation irrégulière et craignait la déportation en cas de contact avec les autorités. Je comprends votre inquiétude, mais il en va de votre vie. Et Lin Ho ne peut pas rester seul. À ce moment, la petite Lin Ho, qui avait suivi toute la conversation avec attention, tira la manche de la blouse de Michel. Docteur Cœur, aide mamie, comme tu as aidé Lin W. Le regard plein d'espoir de l'enfant fit tomber les dernières barrières de professionnalisme que Michel s'efforçait encore de garder. C'était devenu personnel. Oui, Limbu, je vais aider ta grand-mère, comme je t'ai aidé. Après avoir convaincu Madame Chao de les accompagner, Michel l'aida à rassembler ses papiers et ses médicaments, tandis que Lin Ho emballait quelques vêtements dans un sac à dos coloré. Avant de partir, Madame Chao insista pour laisser un mot aux parents de Limbu afin d'expliquer la situation. En route vers l'hôpital, Michel aperçut dans le rétroviseur la vieille dame serrant fort une vieille chemise cartonnée contre sa poitrine. En voyant son regard interrogateur, elle expliqua. « Ce sont mes dossiers médicaux. Les examens de mon cœur faits dans mon pays. Très important pour moi. » Michel acquiesça, respectant le lien que la femme maintenait avec son identité professionnelle antérieure, même dans ces circonstances. À leur arrivée à l'hôpital, Michel fut immédiatement interpellé par Camille, dont l'expression oscillait entre soulagement et réprobation. « Docteur Michel, nous étions sur le point d'appeler la police. Vous ne pouvez pas simplement partir avec une patiente mineure sans autorisation. La situation est plus complexe que ce que nous pensions, Camille, répondit-il tout en aidant Madame Chao à sortir de la voiture. Voici la grand-mère de Lin Ho, elle nécessite une hospitalisation immédiate. Elle présente une insuffisance cardiaque décompensée. Les yeux de l'infirmière en chef s'écarquillèrent en voyant l'état de la vieille dame. Je comprends, mais malgré tout.
Nous réglerons la partie administrative plus tard, Camille. Pour l'instant, j'ai besoin que vous prépariez un brancard et que vous appeliez le docteur Ravière de cardiologie. Je vais personnellement m'occuper de ce cas. Les heures suivantes furent frénétiques. Madame Sao fut admise aux urgences cardiologiques, où les examens confirmèrent un tableau sévère nécessitant une intervention immédiate. Linho resta auprès de sa grand-mère tout le temps, refusant de lui lâcher la main, sauf lorsque les procédures médicales l'exigeaient. Pendant qu'il attendait les résultats, Michel tenta de contacter les parents de Linho avec le numéro laissé dans le voisinage, mais en vain. Le poste qu'il devait occuper à 14 heures dut être confié à un autre médecin, car il refusait d'abandonner ses nouvelles patientes. « Docteur Michel, j'ai besoin de vous parler », l'interpella Gabrielle, l'assistante sociale, lorsqu'il sortit enfin de la salle d'examen pour prendre un café. La situation se complique. Nous n'avons pas pu joindre les parents de l'enfant, et Madame Sao, étant étrangère et sans papier en règle, ne peut pas légalement être responsable d'elle. Michel passa une main fatiguée dans ses cheveux grisonnants. Nous faisons face à une urgence médicale, Gabrielle. La bureaucratie devra attendre. Ce n'est pas si simple. Le directeur administratif a déjà été informé du cas et exige une réunion immédiate avec vous. Michel savait que, malgré le respect dont il jouissait à l'hôpital, cela ne le rendait pas immunisé contre les règles de l'institution. Le docteur Valère Duchamp, directeur administratif, était connu pour sa rigidité en matière de protocole et surtout en ce qui concernait les finances de l'hôpital. La réunion fut, comme on pouvait s'y attendre, tendue. Docteur Reynaud, vous avez placé l'hôpital dans une position juridiquement vulnérable, commença le docteur Valère, assis droit derrière son bureau impeccable. Nous avons une enfant sans documentation adéquate, une vieille dame étrangère en situation irrégulière et un médecin qui a ignoré tous les protocoles de l'établissement. Il s'agit de vies humaines, Étienne, pas de protocole, répliqua Michel en laissant de côté toute formalité. Des vies humaines qui coûtent de l'argent, docteur. Qui va payer le traitement? Le programme d'aide a déjà couvert l'opération de la fillette, et la famille n'est même pas revenue pour les suivis nécessaires. Je paierai de ma poche, s'il le faut, répondit Michel, surpris lui-même par cette décision impulsive. Le docteur Valère haussa les sourcils. Vous savez que les coûts peuvent être considérables, n'est-ce pas? Surtout si Madame Sao a besoin d'une intervention chirurgicale, ce qui semble probable. Je sais exactement de quoi il s'agit, Étienne. Et je sais aussi que nous avons un fonds de secours humanitaire qui est rarement utilisé parce que vous trouvez toujours une excuse administrative pour l'éviter. Le directeur ajusta ses lunettes, visiblement contrarié. Ce fonds a des critères spécifiques, qui peuvent être assouplis dans des situations exceptionnelles par le conseil de direction dont je fais partie, je vous le rappelle, ajouta Michel. Je ne demande pas de faveur personnelle, Étienne. J'exerce simplement mon devoir de médecin et d'être humain. Après une longue discussion, un accord temporaire fut trouvé. L'hôpital prendrait en charge les frais initiaux du traitement de Madame Sao, tandis que Michel se chargerait de régulariser la situation administrative de la famille dans un délai d'1 semaine. Quant à Linho, elle pourrait rester à l'hôpital comme accompagnante de sa grand-mère, sous la supervision de l'équipe sociale. En revenant dans la chambre où Madame Sao était hospitalisée, Michel trouva Linho calmement installé à côté du lit, dessinant sur un bloc-notes qu'une infirmière compatissante lui avait donné. « Comment vous sentez-vous, Madame Sao » demanda-t-il en consultant le moniteur cardiaque. « Mieux avec les médicaments » répondit-elle faiblement. « Merci, docteur. »« Nous devons parler de votre traitement » dit Michel en s'asseyant au bord du lit. « Les examens montrent que vous avez besoin d'une intervention chirurgicale. Il y a une sténose mitrale sévère qui affecte le fonctionnement de votre cœur. » Madame Sao acquiesça, comme si elle connaissait déjà le diagnostic. « Je l'ai vu dans les résultats. La même maladie héréditaire que Linho, confirma-t-elle. Exactement. Et le traitement sera similaire, une opération pour réparer la valve. » La vieille dame resta silencieuse un moment, puis demanda. « Qui va payer, docteur ? Ma fille et mon gendre travaillent dur,
mais ils gagnent peu. Ils ont déjà une grosse dette à cause de l'opération de Linho. Ne vous en faites pas pour cela maintenant, la rassura Michel. L'important, c'est votre santé. Madame Sao le fixa de ses yeux perçants, ceux d'une ancienne médecin. C'est vous qui allez payer de votre poche, docteur, demanda-t-elle franchement. Vous ne pouvez pas faire ça. Michel sourit. Nous trouverons une solution, Madame Sao. L'hôpital a des programmes d'aide. L'hôpital a déjà beaucoup aidé notre famille. C'est pour cela que nous n'avons pas repris les consultations pour Linho, avoua-t-elle. Ma fille a honte de ne pas pouvoir payer. Et son mari a peur des problèmes avec les papiers. Un nœud serra la poitrine de Michel en comprenant que la peur et la honte avaient empêché cette famille de chercher le traitement nécessaire, aussi bien pour Linho que pour sa grand-mère. Je comprends. Mais la santé doit toujours passer en premier. Puis, remarquant le dossier que Madame Sao gardait précieusement près d'elle sur le lit, il hésita. Vous avez dit que vous étiez cardiologue dans votre pays. Aimeriez-vous partager vos recherches avec moi? Le visage de la vieille femme s'éclaira d'une animation qui semblait la rajeunir. Vous vous intéressez à mes travaux? Bien sûr. Le savoir médical n'a pas de frontières, Madame Sao. Avec précaution, elle ouvrit la chemise et en sortit plusieurs documents soigneusement organisés. Certains étaient jaunis par le temps, les bords usés, mais tous conservés avec un soin manifeste. Michel reconnut immédiatement qu'il ne s'agissait pas simplement de dossiers personnels, mais de recherches détaillées sur une affection cardiaque rare touchant principalement les populations d'Asie de l'Est. C'est impressionnant, murmura-t-il en feuilletant les documents, écrits dans une langue qu'il ne comprenait pas, mais dont les schémas et annotations techniques étaient universels en médecine. Vous avez développé une technique spécifique de traitement? Oui. Dans mon pays, nous traitons de nombreux cas comme celui de Linho avec une combinaison de médecine traditionnelle et de chirurgie moderne, expliqua-t-elle. De meilleurs résultats, moins de complications. Pendant que Michel examinait les documents avec un intérêt croissant, Linho se leva pour montrer son dessin, une figure simple représentant un homme en blouse blanche tenant les mains d'une petite fille et d'une vieille dame. Docteur Cœur, Mamie Cœur et Linho Cœur, expliqua-t-elle fièrement. Cher auditeur, si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de mettre un like et surtout de vous abonner à la chaîne. Cela aide énormément ceux qui débutent. Revenons à l'histoire, ce simple dessin d'enfant capturait parfaitement le lien étrange qui s'était tissé entre eux. 3 générations, 3 vies, 3 cœurs unis par des circonstances extraordinaires. C'est magnifique, Linho, complimenta Michel, ému de se voir inclus dans cette petite famille. À ce moment-là, une infirmière entra précipitamment dans la chambre. Docteur Michel, les parents de la fillette viennent d'arriver. Ils sont très agités. Dans le couloir, un couple jeune d'origine asiatique discutait vivement avec Gabriel et 2 agents de sécurité de l'hôpital. La femme pleurait tandis que l'homme gesticulait avec véhémence, sa voix forte résonnant dans le couloir. « Où est ma fille? Où est ma mère ?» criait-elle en espagnol entrecoupé. Pourquoi l'hôpital les a-t-il emmenés sans autorisation? Michel s'approcha rapidement, se présentant. Je suis le docteur Michel Reno, responsable du traitement de votre mère et celui qui a trouvé votre fille hier soir. L'homme se tourna vers lui, les yeux brillants de colère et d'inquiétude. Ils ne peuvent pas emmener notre fille comme ça. Nous avons des droits. Monsieur Chen, s'il vous plaît, calmez-vous, demanda Michel d'un ton ferme. Votre fille était seule sous la pluie à l'entrée de l'hôpital, et votre belle-mère est dans un état grave. Elle nécessite des soins médicaux urgents. Nous ne savions pas que Linho était sorti, expliqua la femme, visiblement bouleversée. Quand nous sommes rentrés du travail et qu'elle n'était plus là. Sa voix se brisa. On a imaginé le pire. Je comprends votre inquiétude, Madame Chen. Mais elles sont en sécurité. Votre mère a besoin d'une opération cardiaque urgente. Quant à Linho, elle va bien, elle accompagnait sa grand-mère. Monsieur Chen semblait encore méfiant. Combien cela va-t-il nous coûter? Nous n'avons pas les moyens de payer,
et nous ne voulons pas de problème de papier avec le gouvernement. Parlons-en calmement, proposa Michel. Ce qui importe le plus maintenant, c'est que vous puissiez voir votre fille et votre mère, et qu'ensemble nous trouvions les meilleures options de traitement. Bien qu'encore hésitant, le couple suivit Michel jusqu'à la chambre, où les retrouvailles furent marquées par des larmes et des étreintes. L'un courut vers ses parents en les voyant, tandis que Madame Sao observait la scène avec un soulagement évident. Peu à peu, la tension laissa place à une discussion plus posée, Michel expliquant la situation médicale de Madame Sao et les traitements possibles. La famille Chen révéla avoir émigré aux France 3 ans plus tôt, fuyant la persécution politique dans leur pays d'origine. Madame Chao, autrefois une cardiologue respectée, avait vu sa carrière et ses recherches détruites après s'être opposée publiquement à certaines politiques gouvernementales. Maman a tout perdu, expliqua Madame Chen. Son travail de toute une vie, son statut, son respect. Nous sommes venus aux France avec presque rien, simplement pour la protéger et offrir un avenir meilleur à Lin-Hou, ajouta Monsieur Chen, sa fille dans les bras. Mais c'est très difficile. Nous travaillons dans une usine de confection, de longues heures pour peu de salaire. Michel écouta attentivement l'histoire de cette famille, reconnaissant les sacrifices et le courage dont ils faisaient preuve. Lorsque Monsieur Chen évoqua à nouveau ses craintes concernant les frais médicaux et leur statut migratoire, Michel prit une décision. « J'ai une proposition à vous faire », annonça-t-il. « J'ai vu les travaux de recherche de Madame Sao sur les pathologies cardiaques héréditaires. Ce sont des études précieuses, qui pourraient bénéficier à de nombreux patients ici en France. » Madame Chao se redressa légèrement sur son lit, son intérêt éveillé. « Que proposez-vous, docteur ? » Une collaboration. L'hôpital pourrait prendre en charge les frais de traitement de Madame Sao dans le cadre d'un programme de recherche. En échange, elle partagerait son savoir avec notre équipe médicale. Disons, une mission de consultance spécialisée. Les yeux de l'aîné brillèrent d'un éclat qui semblait depuis longtemps disparu. Mon travail a donc encore de la valeur. Une valeur immense, Madame Sao. Et je peux également vous aider à régulariser votre situation dans le pays grâce à un visa humanitaire. J'ai quelques contacts qui peuvent intervenir. La famille Chen échangea un regard empli d'espoir prudent. Pour la première fois depuis leur arrivée à l'hôpital, la peur sembla céder la place à l'éventualité d'une véritable solution. « Pourquoi nous aidez-vous autant, docteur ?» demanda Monsieur Chen, encore méfiant face à tant de générosité. Michel prit un instant avant de répondre. « Parce que Lin-Hou m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié entre 2 opérations et des gardes de nuit, derrière chaque cœur que j'opère, il y a une famille entière, une histoire complète. » Il sourit à la petite fille. « Votre fille a traversé la ville sous la tempête pour sauver sa grand-mère. La moindre des choses, c'est de faire en sorte que son acte de bravoure ne soit pas vain. » Dans les jours suivants, Michel se lança dans une double mission, préparer l'opération de Madame Sao et aider la famille Chen à régulariser leur situation. Il s'impliqua personnellement à chaque étape, passant des appels, sollicitant des faveurs, utilisant son influence à l'hôpital pour que le dossier soit traité avec la plus grande attention. Durant cette période, il passa plus de temps avec Lin-Hou qu'avec sa propre fille depuis des mois. La petite l'accompagnait souvent lors de ses visites, observant avec curiosité chaque patient, posant 1000 questions sur les procédures, les instruments. « Et toi, Lin-Hou, tu veux devenir docteur plus tard ?» lui demanda-t-il un après-midi, alors qu'il remplissait des dossiers. « Oui, docteur du cœur. »« Comme vous, et comme mamie, » répondit-elle sans hésiter. Cette réponse le remplit d'une fierté inexplicable, comme si, d'une certaine manière, Lin-Hou faisait déjà partie de sa famille. Pendant sa préparation à l'opération, Madame Sao commença à partager ses connaissances avec l'équipe médicale. Michel organisa de petites conférences, où elle expliquait, depuis son lit, ses méthodes pour traiter certaines cardiopathies. L'intérêt des autres médecins fut immédiat, surtout en découvrant les résultats documentés dans les recherches de la vieille femme. C'est fascinant comme elle intègre des techniques traditionnelles avec la médecine moderne, commenta le docteur Ravière, cardiologue en chef, après une session. Cela pourrait révolutionner certains de nos protocoles.
L'opération de Madame Sao fut fixée pour un vendredi. La veille au soir, Michel reçut un appel inattendu. « Papa !» La voix de Nathalie était hésitante à l'autre bout du fil. « Nathalie » répondit-il, surpris. Sa fille ne l'appelait presque jamais. « Tout va bien ? » « Oui. » Elle marqua une pause. « Maman m'a dit que tu allais venir à mon spectacle de ballet samedi. »« Oui, je serai là. »« C'est promis. »« C'est important pour toi ?» demanda Nathalie, sa voix trahissant une rare insécurité chez une adolescente d'ordinaire si déterminée. Michel sentit une boule dans la gorge. « C'est la chose la plus importante de mon week-end, Nathalie. Je ne raterai ça pour rien au monde, pas même pour une opération. » Son ton était à moitié taquin, à moitié sérieux, rappelant les nombreuses fois où il avait manqué des événements familiaux à cause d'urgences à l'hôpital. « Pas même pour la chirurgie la plus compliquée au monde, assura-t-il. Je réorganise tout mon emploi du temps pour être là. » Il y eut un bref silence avant que Nathalie ne dise « Ça compte beaucoup pour moi, papa. » Après avoir raccroché, Michel resta pensif. Il modifiait réellement ses habitudes de travail pour donner la priorité à sa fille, chose qu'il avait rarement faite pendant son mariage. Ironiquement, il fallut une petite patiente pour lui rappeler l'importance de sa propre famille. Le matin de l'opération de Madame Sao, Michel arriva à l'hôpital exceptionnellement tôt pour revoir tous les détails. Il fut surpris de trouver une visite inattendue dans la salle d'attente, la docteure Monique Delaunay, son ancienne professeure d'université et actuelle directrice du prestigieux Institut national de cardiologie. « Monique, quelle surprise !» dit-il, sincèrement étonné par sa présence. « Michel, mon cher » répondit-elle en le saluant avec une étreinte formelle. « J'ai appris que tu avais une patiente très spéciale, une cardiologue étrangère avec des recherches révolutionnaires sur les cardiopathies spécifiques à l'Asie de l'Est. » Son ton détendu ne trompa pas Michel. Monique ne faisait jamais de visite sociale, ses apparitions avaient toujours un but. « Les nouvelles vont vite », répondit-il prudemment. « Toujours dans ce milieu », sourit-elle. « J'aimerais la rencontrer avant l'opération, si possible. Peut-être pourrions-nous discuter d'une collaboration entre ton hôpital et l'Institut. Ces études sur les traitements alternatifs pour ces pathologies pourraient parfaitement compléter notre nouvelle division de traitements expérimentaux. » Michel sentit une alerte intérieure. Il connaissait bien la réputation de Monique, brillante, ambitieuse, et implacable dans sa quête de reconnaissance académique. « Je vais voir si Madame Sao est disposée à recevoir des visites avant l'intervention, » répondit-il diplomatiquement. « Elle est très stressée, comme tu peux l'imaginer. »« Bien sûr, bien sûr. Mais ne serait-ce pas bénéfique pour elle de savoir que ses recherches pourraient continuer dans une institution comme la nôtre? Avec un financement adéquat, des publications internationales. Elle est plus préoccupée par sa guérison et la stabilité de sa famille en ce moment, Monique. » La docteure changea de posture, abandonnant partiellement son ton amical. « En parlant de famille, j'ai entendu dire que tu t'occupais de questions migratoires. Plutôt inhabituel pour un chirurgien, tu ne trouves pas ?» L'insinuation était claire. Monique était au courant de la situation irrégulière de la famille Chen, et lui rappelait subtilement que cela pouvait poser problème. « Je fais ce que je considère comme éthiquement juste pour mes patients, » répondit Michel avec fermeté. « Admirable » commenta-t-elle avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Mais fais attention à ne pas compromettre ta réputation professionnelle en t'impliquant trop. Le conseil médical est devenu assez strict dernièrement. » Avant que Michel ne puisse répondre, Camille apparut dans le couloir. « Docteur Michel, nous sommes prêts à commencer la préparation de la patiente. »« J'arrive tout de suite, » répondit-il. Puis il se tourna vers Monique. « Nous devrons reprendre cette conversation après l'opération. »« Bien sûr, je resterai dans les parages, » assura-t-elle, son message implicite planant encore dans l'air même après son départ. L'opération de Madame Sao fut particulièrement difficile. L'état de son cœur était plus détérioré que ne l'indiquaient les examens initiaux, ce qui força Michel à improviser certaines techniques pendant l'intervention. Fait curieux,
ce furent précisément certaines des approches décrites dans les recherches de la patiente elle-même qui se révélèrent décisives pour le succès de l'opération. Après près de 6 heures de chirurgie, Michel sortit enfin du bloc opératoire, épuisé mais satisfait. Madame Sao était stable, avec de bonnes perspectives de rétablissement. Dans la salle d'attente, il retrouva la famille Chen et à sa surprise, Monique attendait encore. L'opération a été un succès, annonça-t-il, pour le soulagement visible de la famille. Madame Sao se remet bien. Vous pourrez la voir dans quelques heures, une fois qu'elle sera réveillée de l'anesthésie. Alors que les Chen le remerciaient avec émotion, Monique s'approcha. Félicitations, Michel. J'ai appris que c'était une intervention assez innovante. Comment pourrais-tu savoir ça aussi vite, demanda-t-il, surpris. J'ai mes contacts, répondit-elle avec un sourire énigmatique. En fait, je voulais t'inviter à présenter ce cas au symposium international du mois prochain. Ce serait l'occasion idéale pour introduire les méthodes de Madame Sao à la communauté médicale mondiale. La proposition était tentante, un symposium international signifiait visibilité, reconnaissance, publication potentielle. Mais quelque chose dans la façon dont Monique ignorait totalement la famille Chen, comme s'ils n'étaient que des accessoires du cas médical, dérangea profondément Michel. Je te remercie pour l'invitation, Monique, mais je devrais d'abord en discuter avec Madame Sao. Ce sont ses recherches, après tout. Le sourire de Monique vacilla légèrement. Bien sûr, bien sûr. Même si techniquement, maintenant que tu as appliqué les techniques, l'exécution chirurgicale est ta propriété intellectuelle. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, répondit Michel fermement. Pas sans crédit ni consentement. Avant que la discussion ne continue, le téléphone de Michel sonna. C'était le docteur Velasquez, directeur administratif. Michel, j'ai besoin de te voir. Immédiatement dans mon bureau. C'est au sujet de la famille Chen. Le ton urgent alarma Michel. Il s'excusa brièvement et se dirigea vers le bureau du directeur, qu'il trouva visiblement agité. Que se passe-t-il, Étienne ? J'ai reçu un appel de l'Institut national de migration, répondit le directeur sans détour. Quelqu'un a dénoncé la présence d'une famille de migrants en situation irrégulière dans notre hôpital. Ils arrivent pour une vérification. Michel sentit le sang se glacer dans ses veines. Le lien avec la visite de Monique était trop évident pour être une simple coïncidence. Il faut régler cela immédiatement, déclara-t-il en attrapant son téléphone. Je vais appeler le docteur Ramirez du service juridique. Les heures suivantes furent une véritable course contre la montre. Michel mobilisa tous les contacts qu'il avait cultivés ces dernières semaines, y compris un ancien patient travaillant au consulat et un avocat spécialisé en droit migratoire. Les démarches pour une visa humanitaire, qui prennent normalement des semaines, devaient être accélérées en quelques heures. Pendant ce temps, Madame Sao se réveillait de l'anesthésie, complètement ignorante du drame bureaucratique qui se jouait en coulisses. Linhou restait à ses côtés, dessinant tranquillement, tandis que ses parents, anxieux, attendaient dans le couloir, sous les consignes strictes de Michel de ne pas quitter l'hôpital. Lorsque les agents de l'Institut national de migration arrivèrent enfin, ils furent accueillis non seulement par Michel et le docteur Valère, mais aussi par le docteur Ramirez et un représentant du consulat. Ce dernier présenta une documentation provisoire de demande d'asile humanitaire au nom de la famille Chen, invoquant les persécutions politiques subies par Madame Sao dans son pays d'origine ainsi que sa contribution scientifique potentielle pour le France. Cette famille bénéficie d'une protection consulaire temporaire, expliqua le représentant. Le processus officiel de régularisation est en cours avec un caractère d'urgence, en raison de l'état de santé de la docteure Sao. Les agents, bien que sceptiques, ne purent que constater la validité des documents. Après avoir examiné les papiers et posé quelques questions, ils informèrent qu'ils reviendraient pour suivre le dossier, mais qu'aucune mesure immédiate ne serait prise. Une fois les agents partis, Michel ne put contenir sa colère. C'était Monique, n'est-ce pas? C'est elle qui a fait la dénonciation quand elle a compris qu'elle n'aurait pas facilement accès aux recherches de Madame Sao.
Le docteur Valère poussa un profond soupir. Nous ne pouvons pas le prouver, Michel. Et accuser la directrice de l'institut sans preuve serait dangereux pour ta carrière. Ma carrière? Rit Michel avec amertume. On parle d'une famille entière qui a failli être séparée et expulsée. Grâce à tes contacts, elle est maintenant en sécurité. Le docteur Valère marqua une pause. Concentre-toi là-dessus, pas sur une vengeance contre Monique. Le conseil était avisé, mais difficile à suivre. Michel se sentait trahi par une collègue qui aurait dû mettre le bien-être des patients au-dessus de toute ambition personnelle. De retour pour voir la patiente, Michel aperçut l'imbu dans le couloir, regardant le ciel nocturne par la fenêtre. « Ça va, petite ?» demanda-t-il en s'accroupissant à sa hauteur. « Est-ce que mamie va aller bien, docteur ?» demanda-t-elle, les yeux noirs emplis d'inquiétude. « Oui, elle ira bien. Ta grand-mère est très forte, tu sais ? Et très intelligente aussi. » L'imbu sourit. Le docteur est fort et intelligent. Michel fut surpris par l'émotion soudaine qui le submergea. Cette petite, qui avait affronté tant d'épreuves, trouvait encore la force d'éprouver de l'admiration et de la confiance. Tu es forte et intelligente toi aussi, l'un, bien plus que moi. La fillette secoua la tête comme si l'idée était absurde. Non, l'injuste petite fille. Une petite fille qui a traversé toute la ville sous la tempête pour sauver sa grand-mère, lui rappela-t-il. Cela demande plus de courage que bien des opérations que j'ai faites. L'imbu sembla réfléchir un moment, puis demanda innocemment. La fille du docteur est courageuse aussi ? La question frappa Michel de plein fouet. Nathalie, son récital de ballet était prévu pour le lendemain. Oui, très courageuse. Elle fait de la danse classique, tu sais ? Demain, elle a une présentation très importante. Le docteur va aller voir sa fille danser ? Bien sûr, je le lui ai promis. L'un sourit, semblant satisfaite de la réponse. Eh bien, une fille a besoin de son papa, tout comme l'un. La sagesse simple et directe de la fillette déstabilisa Michel. Pendant des années, il s'était convaincu que son absence dans la vie de Nathalie était justifiée par son travail essentiel, sauver d'autres enfants. Mais désormais, à travers les yeux de l'un il réalisait l'erreur de sa logique. Tous les enfants ont besoin de leurs parents, y compris la sienne. Le lendemain matin, après avoir confirmé que Madame Sao se rétablissait bien et que la famille Chen était en sécurité à l'hôpital, Michel se prépara à tenir sa promesse envers Nathalie. Il enfila son plus beau costume, acheta des fleurs et prit la route pour Monterrey, où se tiendrait le récital. Le théâtre était plein lorsqu'il arriva. Il trouva Alexandre au 3e rang, qui sembla sincèrement surprise de le voir apparaître. « Tu es venu, dit-elle, plus comme une affirmation que comme une question. »« Je l'avais promis, répondit-il simplement. La représentation fut magnifique. Nathalie dansait avec une grâce et une précision que Michel n'avait jamais vraiment remarqué auparavant, trop souvent distrait par ses soucis professionnels lors des rares occasions où il avait assisté à ses spectacles précédents. Cette fois, il était pleinement présent, absorbant chaque mouvement, chaque expression. Lorsque le spectacle se termina et que les applaudissements résonnèrent dans le théâtre, Michel ressentit une fierté comparable à aucune de ses satisfactions professionnelles passées. En coulisses, Nathalie courut l'embrasser, chose qu'elle n'avait pas faite spontanément depuis des années. « Tu es vraiment venu, murmura-t-elle, encore vêtue de son costume de ballerine. Bien sûr que je suis venu. Tu avais dit que ce serait la chose la plus importante de mon week-end, n'est-ce pas ? » Nathalie recula légèrement pour examiner le visage de son père. « Tu as l'air différent. »« Différent comment ? » ?»« Je ne sais pas l'expliquer, plus présent, même si tu es toujours physiquement là. Avant, même quand tu venais à mes représentations, on aurait dit que ton esprit était ailleurs. » L'observation percutante de sa fille le surprit. Nathalie avait toujours été perspicace, mais rarement aussi franche au sujet de ses sentiments envers lui. « J'ai compris certaines choses importantes, admit Michel. Sur ce qui compte vraiment. » Après le récital,
tous les trois allèrent dîner ensemble, chose qui n'était plus arrivée depuis le divorce. La conversation coula plus facilement que Michel ne l'aurait imaginé. Nathalie parla avec enthousiasme de son projet de passer le concours d'entrée en médecine, une information qu'il ignorait. « Médecine ? Depuis quand ? demanda-t-il, surpris. « Depuis toujours, papa, répondit-elle avec un soupçon d'agacement. C'est juste que je n'en parlais pas trop parce que, eh bien, je pensais que tu croirais que c'était juste pour t'impressionner. Alexandre intervint avec bienveillance. Nathalie a toujours admiré ton travail, Michel, même lorsqu'elle était en colère contre toi à cause de tes absences. Le dîner se poursuivit, et Michel raconta l'histoire de Linhou, de Madame Sao, et comment cette expérience avait profondément changé sa perspective sur bien des choses. Cette petite fille t'a visiblement donné une belle leçon, fit remarquer Alexandre avec un sourire doux qu'elle n'avait plus adressé à son ex-mari depuis longtemps. Plusieurs leçons, acquiesça-t-il. La principale étant qu'il n'est jamais trop tard pour corriger nos erreurs. À la fin de la soirée, en prenant congé, Nathalie demanda. Est-ce que je peux visiter l'hôpital un jour ? Rencontrer cette Linhou et sa grand-mère ? La question surprit Michel. Bien sûr. Je crois que Linhou serait ravie de te rencontrer. Elle m'a déjà demandé si j'avais une fille. Vraiment ? Oui. Et je pense que vous avez beaucoup en commun, tu sais ? De la force, de la détermination, de l'intelligence. Nathalie rougit légèrement face à ce compliment sincère. Alors j'irai leur rendre visite la semaine prochaine. Parfait, répondit-il avec un sourire. De retour à France le dimanche, Michel trouva Madame Chao assise sur son lit, en train de réviser certains documents de recherche avec le docteur Ravière, le cardiologue en chef. Linhou se tenait à côté de sa grand-mère, observant attentivement la conversation des adultes. « Docteur Michel » s'écria la petite en courant l'enlacer par les jambes. « Bonjour, ma petite » répondit-il en la soulevant un instant. « Et comment va mamie aujourd'hui ?»« Mieux. Mamie parle médecine avec un autre docteur. » Madame Chao souriait, visiblement plus forte et revigorée, non seulement physiquement mais aussi dans son esprit. Le docteur Ravière s'intéresse beaucoup à mes études sur la thérapie complémentaire pour les cardiopathies congénitales, expliqua-t-elle. Nous discutons de la possibilité de lancer un programme pilote ici à l'hôpital. Michel ressentit une profonde satisfaction en voyant à quel point la vie de cette famille avait changé en si peu de temps. Madame Chao retrouvait non seulement la santé, mais aussi son identité professionnelle et son but. Les parents de Linhou, désormais en voie de régularisation de leur statut migratoire, allaient bientôt pouvoir accéder à de meilleures opportunités professionnelles. « Docteur, tu te souviens ?» demanda Linhou, évoquant leur conversation précédente. « Oui, Linhou. Et ma fille t'envoie une grosse étreinte. » Les yeux de la petite s'écarquillèrent, surprise que la fille du médecin sache qu'elle existait. « Oui, je lui ai tout raconté sur toi. Et tu sais quoi ? Elle veut te rencontrer. Elle viendra te voir la semaine prochaine. » Le visage de Linhou s'illumina d'un sourire éclatant. Linhou va avoir une amie, et moi, je vais retrouver ma fille, pensa Michel, rempli d'une immense gratitude pour tous les événements qui l'avaient conduit à ce moment. Le lundi, une surprise attendait Michel à son arrivée à l'hôpital. Dans le hall principal, un groupe important de médecins et de membres du personnel s'était réuni, parmi lesquels de nombreux collègues de longue date. En tête se tenait le docteur Valère, inhabituellement enthousiaste. « Michel, quelle chance que tu sois là. Nous avons une proposition à te soumettre, » annonça le directeur administratif. « Une proposition ? » Le docteur Ravière s'avança. « Nous avons longuement discuté ce week-end, inspiré par le cas de Madame Chao. L'intégration des approches traditionnelles à la médecine moderne dans le traitement de certaines cardiopathies a un potentiel extraordinaire. Et le conseil d'administration a approuvé la création d'un nouveau département, compléta le docteur Valère. Un centre de médecine cardiaque intégrative, combinant techniques conventionnelles et approches complémentaires scientifiquement validées. Michel balaya la salle du regard,
remarquant l'enthousiasme sincère de ses collègues. Et moi, dans tout ça? Nous voulons que tu diriges ce nouveau centre, répondit le docteur Valère, avec Madame Chao comme consultante spécialisée, dès qu'elle sera complètement rétablie. La proposition était inattendue et exaltante. Un tel centre pourrait venir en aide à d'innombrables patients, notamment dans les communautés migrantes souvent exclues du système de santé traditionnel. Mais à une condition, ajouta Michel après un moment de réflexion. Je veux mettre en place un programme d'accueil spécifique pour les familles à faible revenu et les migrants, avec un accès facilité et des coûts réduits ou subventionnés. Le docteur Valère hésita, visiblement soucieux des implications budgétaires. Cela nécessiterait un financement conséquent. Que nous pourrions obtenir par des partenariats et des dons, répliqua Michel. Et pense aux retombées, en termes de recherche et de reconnaissance institutionnelle. Nous serions des pionniers dans le pays. La discussion se prolongea pendant des heures, chacun apportant ses idées et suggestions. L'enthousiasme était contagieux, rappelant à Michel l'esprit qu'il avait attiré vers la médecine au départ, ce désir sincère d'aider les autres, de faire une différence dans la vie de ceux qui en avaient le plus besoin. À la fin de la réunion, un accord préliminaire avait été trouvé. Centre Cœur et Vie Intégrative allait être créé avec un programme spécifique dédié aux populations vulnérables. Madame Chao serait officiellement invitée en tant que consultante spécialisée, recevant un visa de travail qui permettrait de régulariser de façon permanente la situation de toute sa famille. Lorsque Michel alla lui annoncer la nouvelle, il la trouva plus forte, assise dans un fauteuil près de la fenêtre. Linhou était à ses côtés, lisant un livre pour enfants sur le corps humain, offert par une infirmière. « J'ai d'excellentes nouvelles », annonça-t-il, en lui expliquant toute la proposition. Madame Chao l'écouta attentivement. Ses yeux se remplirent de larmes. « Mon travail aura-t-il une suite ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Après avoir tout perdu, je pensais que ce ne serait plus jamais possible. Non seulement il aura une suite, Madame Chao, mais vos connaissances serviront de fondement à quelque chose de nouveau et d'important, qui pourra aider de nombreuses personnes. » La vieille dame saisit la main de Michel avec une force surprenante pour quelqu'un en convalescence d'une chirurgie cardiaque. « Comment vous remercier, docteur ? Vous n'avez pas seulement sauvé mon cœur, mais celui de toute ma famille. C'est moi qui vous suis reconnaissant, Madame Chao. Votre petite fille m'a rendu quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. » Linhou les regardait, intrigué. « Qu'est-ce que j'ai rendu au docteur ?» demanda-t-elle innocemment. Michel sourit, ému par la simplicité de la question. « Mon propre cœur, Linhou. Tu m'as rappelé pourquoi j'ai choisi de devenir médecin, et surtout, que le rôle de père est le plus important de ma vie. Cher auditeur, si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et surtout, de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément, surtout au début. Reprenons. La semaine suivante arriva enfin le moment tant attendu par Linhou, la visite de Nathalie. La fille de Michel arriva à l'hôpital avec un petit paquet emballé dans du papier coloré. En voyant Linhou, elle s'accroupit à sa hauteur. « Bonjour, Linhou. Je suis Nathalie, la fille du docteur Michel. » Linhou la regarda avec admiration. « Tu danses ?» demanda-t-elle, se souvenant de ce que le médecin lui avait raconté. « Oui, je fais du ballet », répondit Nathalie, charmée par la fillette. « Je t'ai apporté un cadeau. » Linhou accepta le paquet avec révérence, l'ouvrit délicatement et découvrit un petit stéthoscope en plastique, un jouet. « C'est pour que tu commences ton entraînement de docteur », expliqua Nathalie en lançant un clin d'œil à son père, qui observait la scène, ému. Les yeux de Linhou s'illuminèrent de joie. « Maintenant Linhou est docteur aussi », s'exclama-t-elle, mettant aussitôt l'instrument à ses oreilles et posant l'embout sur la poitrine de Nathalie. « Cœur bat bien. » Le rire spontané de Nathalie résonna dans le couloir de l'hôpital, un son que Michel n'avait pas entendu depuis longtemps. Voir sa fille interagir si naturellement avec Linhou lui procurait une sensation de plénitude qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Tandis que les deux discutaient de médecine, Linhou posant des questions et Nathalie répondant avec patience,
Michel comprit que cette petite rencontre symbolisait parfaitement le pont qu'il avait réussi à bâtir entre les différents aspects de sa vie, longtemps séparés. Les mois suivants apportèrent de nombreux changements. Centre Cœur et Vie Intégrative fut officiellement inauguré, avec Michel comme directeur et Madame Chao comme consultante principale. La famille Chen réussit à régulariser complètement sa situation dans le pays et s'installa dans un appartement modeste mais digne, près de l'hôpital. Linwo fut inscrite dans une école publique où elle se distingua rapidement, notamment en sciences. Le week-end, elle se rendait souvent à l'hôpital en tant que bénévole, rendant visite aux enfants hospitalisés et distribuant des dessins pour égayer leur quotidien. Michel réorganisa complètement sa routine professionnelle, il limita ses gardes, délégua ses responsabilités, et s'assura d'être libre chaque vendredi pour aller voir Nathalie à Monterrey. La relation père-fille refleurit, particulièrement lorsque Nathalie commença à s'intéresser sérieusement à la médecine. Elle visita fréquemment l'hôpital pour assister à certaines procédures. Lors d'une de ces visites, elle surprit son père en annonçant « J'ai déjà choisi la spécialité que je veux suivre après l'université. » Déjà ? Mais tu n'as même pas encore commencé tes études, dit Michel en souriant. Je veux faire de la pédiatrie, avec une spécialisation en cardiologie, déclara-t-elle. Mais pas comme toi, pas en chirurgie. Je veux travailler sur la prévention et les traitements alternatifs, comme le fait la Dr Chao. Ce choix toucha profondément Michel. C'était comme si un cycle se refermait, sa fille choisissant une voie qui réunissait l'héritage professionnel de son père et les leçons humanitaires qu'ils avaient tous apprises grâce à la famille Chen. Je crois que Linwo voudra devenir ta résidente un jour, plaisanta Théil. C'est plutôt elle qui risque de m'apprendre des choses, vu comme elle est brillante, répondit Nathalie en riant. Par un après-midi particulièrement marquant, presque un an après sa première rencontre sous la pluie avec Linwo, Michel réunit tout le monde dans un petit restaurant pour célébrer. Toute la famille Chen était présente, y compris Madame Sao, désormais totalement rétablie, Nathalie et Alexandre, avec qui il entretenait désormais une relation amicale, ainsi que quelques collègues proches de l'hôpital qui étaient devenus partie intégrante de cette histoire. Pendant le dîner, Monsieur Chen se leva timidement pour porter un toast, son espagnol bien plus fluide qu'auparavant. Je veux remercier le docteur Michel qui n'a pas seulement sauvé le cœur de ma fille et celui de ma belle-mère, mais qui a offert à notre famille une seconde chance. En arrivant en France, nous avons perdu beaucoup. Aujourd'hui, grâce à vous, nous avons gagné bien plus encore. Linwo, qui observait attentivement, ajouta avec la sagesse simple des enfants. Docteur Cœur répare cœur brisé, pas seulement avec la chirurgie, mais aussi avec l'amour. Les mots innocents de la petite fille résumaient parfaitement le chemin de transformation que chacun avait parcouru. Michel avait réellement réparé des cœurs brisés, non seulement au sens médical, mais aussi en reconstruisant sa relation avec Nathalie, en aidant la famille Chen à retrouver l'espoir dans un pays étranger et en permettant à Madame Sao de retrouver sa dignité professionnelle. Au fil de ce processus, son propre cœur meurtri par le divorce, l'éloignement de sa fille, et les années passées à privilégier le travail au détriment des relations personnelles s'était lui aussi réparé, alors qu'il observait tout le monde échanger avec harmonie autour de la table. Michel repensa à ce simple moment sous la pluie qui avait déclenché une cascade d'événements ayant bouleversé tant de vies, y compris la sienne. Tout cela, parce qu'une fillette de 5 ans avait eu le courage de traverser la ville en pleine tempête pour chercher de l'aide pour sa grand-mère. Centre Cœur et Vie Intégrative connut un essor considérable et devint une référence nationale, attirant des médecins intéressés par les approches complémentaires et venant en aide, notamment, aux populations migrantes qui craignaient ou évitaient auparavant le système de santé. La combinaison des savoirs traditionnels de Madame Sao et de la médecine moderne donna naissance à des protocoles innovants, améliorant considérablement les résultats pour de nombreux patients. Linwo, désormais parfaitement à l'aise en espagnol et bien intégré dans son école mexicaine, nourrissait toujours le rêve de devenir médecin et visitait fréquemment le centre avec sa grand-mère. Sa présence apportait de la joie dans les couloirs de l'hôpital, surtout lorsqu'elle interagissait avec d'autres enfants hospitalisés. L'expérience vécue avec la famille Chen inspira Michel à créer un programme spécial de soutien pour les familles migrantes ayant des enfants nécessitant des soins cardiaques, offrant non seulement un accompagnement médical,
mais aussi un soutien juridique et social pour régulariser les documents et faciliter l'intégration dans la société mexicaine. Nathalie, acceptée dans l'une des meilleures facultés de médecine du pays, s'impliqua en tant que bénévole dans ce programme, confirmant sa vocation et renforçant davantage encore le lien reconstruit avec son père. Quant à la docteure Monique, le temps finit par révéler la vérité. Lorsque les recherches de Madame Sao commencèrent à recevoir une reconnaissance internationale sous la supervision éthique de Michel et de son équipe, Monique tenta de revendiquer un rôle dans le projet, affirmant avoir découvert le potentiel de la guérisseuse migrante. Mais la communauté médicale connaissait déjà la véritable histoire, et ses ambitions opportunistes ne firent que ternir sa propre réputation. Un paisible après-midi d'automne, 2 ans après cette nuit pluvieuse qui avait tout changé, Michel était assis sur un banc du jardin de l'hôpital, regardant l'un haut jouer joyeusement avec d'autres enfants. À ses côtés, Madame Sao, désormais une consultante médicale respectée, révisait quelques documents de recherche. Qui aurait pu l'imaginer, n'est-ce pas, dit-elle en suivant le regard de Michel vers sa petite fille. Comment une si petite fille peut-elle changer tant de vies? Parfois, il faut regarder le monde à travers les yeux d'un enfant pour se rappeler ce qui compte vraiment, répondit-il. L'un m'a appris bien plus sur le métier de médecin et de père que toutes mes années d'études, ajouta-t-il. Madame Sao sourit doucement. Dans ma culture, nous croyons que les rencontres ne sont jamais dues au hasard. Chaque personne croisant notre route vient avec une leçon, un but. Et quel était le but de notre rencontre avec l'un cette nuit-là, demanda Michel, curieux. La vieille dame le regarda avec sagesse. Peut-être que ce n'est pas toi qui as trouvé l'un docteur. Peut-être que c'est elle qui t'a trouvé. Cette remarque résonna profondément en Michel. En effet, même s'il l'avait techniquement trouvé sous la pluie, c'était en réalité l'un chêne qui l'avait trouvé, qui avait atteint son cœur endurci par la routine et lui avait rappelé la compassion qui l'avait un jour poussé à embrasser la médecine. Cette nuit-là, sous la pluie, un médecin aperçut une petite mendiante endormie devant les portes de l'hôpital. Ce qui semblait être un hasard s'est avéré être bien plus profond qu'on aurait pu le penser. Il ne s'agissait pas seulement de sauver des vies à travers la médecine, mais de soigner des cœurs avec compassion, de reconstruire des familles par la compréhension, et de se rappeler qu'au fond, ce sont les liens humains qui nous guérissent véritablement. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, le parcours du docteur Michel Reynaud nous rappelle qu'un simple geste de bonté peut transformer une vie. Et vous, avez-vous vécu une rencontre qui a changé votre destinée? Partagez votre expérience en commentaire et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires qui réchauffent le cœur.